Bonjour à tous et bonjour Jonathan. Salut Norman, bonjour tout le monde. Merci à tous de se joindre à nous pour ce webinaire. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vient souvent, nous, en tout cas chez nos clients, chez nos utilisateurs, qui est le sujet de la délivrabilité des emails. Et forcément, c'est un sujet que tu entends aussi beaucoup chez toi, Jonathan, puisque ton expertise vient Je complètement baigne dedans. de la délivrabilité des emails. Donc, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Quelles sont les limites? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on peut faire des choses. Et l'idée, c'est d'un peu de parcourir ce sujet-là ensemble pour vous apporter d'abord, par de la pédagogie, un peu de compréhension du sujet et ensuite des éléments concrets de compréhension de comment ça fonctionne et ce qu'on peut apporter pour améliorer ce point-là. On va démarrer et on va démarrer d'ailleurs par toi, Jonathan, et par Batsender, donc l'entreprise que tu représentes aujourd'hui. Tu vas te présenter et pour rappel, donc ça c'est l'agenda qu'on va vous proposer aujourd'hui, ce que je vous disais, définir la réputation, qu'est-ce que c'est. On va voir qu'il y a un sujet autour de la technique qui est vraiment très important. On va aussi parler du contenu, de son historique et du mythe qui est encore autour du contenu aujourd'hui. Et comme je vous disais, donc les leviers. Vous pouvez bien entendu poser des questions. On vous apportera des réponses soit au long de la présentation, si c'est opportun, ou à la fin. De toute façon, on rebalayera toutes les questions. Donc en bas à droite dans l'application, vous avez une zone de questions. Posez vos questions et on vous y répondra. Il y a aussi une zone de questionnaire de sondage. Donc là, c'est nous qui allons vous poser des questions tout au long de la présentation. L'idée, c'est de recueillir vos avis, avoir un peu un avis de la population des gens qui écoutent ce webinaire sur certains sujets et on présentera également les réponses à ces questionnaires tout au long du webinaire. Donc, comme je disais, Jonathan, on va commencer par te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc, qui es-tu et qu'est Batsender? Alors du coup, Batsender, c'est une petite équipe d'experts ultra spécialisés sur les questions d'email, marketing, de délivrabilité et de CRM. Et du coup, on intervient auprès de nos clients comme CRM Ops, un terme qui me vient de notre collègue Olivier. Notre objectif, c'est vraiment d'accompagner les équipes opérationnelles pour qu'elles montent en compétences et en puissance sur leur travail. Et donc, traditionnellement, on travaille sur 4 grandes catégories de services. Tout ce qui est accompagnement stratégique, choix d'outils, audit stratégique, coaching stratégique. On va faire du travail sur la partie conception de messages, soit à la pièce avec la rédaction, du design, de l'intégration HTML pour l'email, soit sur des projets d'industrialisation avec la conception de design system et leur mise en place dans les email builders du marché. On travaille aussi sur des questions de gestion de campagne et donc de délivrabilité, où je suis le principal consultant délivrabilité de Batsender, et on est tous assez multi-casquettes et multi-expertise, donc les frontières des expertises des uns et des autres se croisent, ce qui nous permet d'intervenir de manière assez efficace chez nos clients. Et Batsender, c'est aussi un média, puisqu'on publie beaucoup d'articles sur notre blog, on fait des lives très réguliers qu'on rediffuse quand c'est possible en podcast. On a une newsletter, évidemment, ce À qui est laquelle assez indispensable. allez vous abonner parce qu'il y a des contenus. Et en plus, vous faites de la veille, vous êtes assez en amont de phase aussi. On Donc fait ça, beaucoup de veille, effectivement, et qu'on rediffuse aussi sur nos profils LinkedIn. Donc voilà, ça c'est un peu pour le périmètre d'intervention. Et pour moi, personnellement, j'ai l'habitude de dire que je suis un développeur raté qui, du coup, a fait du marketing. Donc j'ai une compréhension à la fois des questions techniques et des questions marketing, ce qui pour la délivrabilité est plutôt pas mal. eh ben, merci. Et je vous invite vraiment à vous abonner au contenu très intéressant. Ça vous permet d'avoir un peu de vision marché sur tous ces sujets, justement, emailing, livrabilité, solutions, CRM, etc. C'est très intéressant les contenus que vous proposez. En tout cas, nous, on les consomme. Pour Webmécanique, donc on est éditeur de logiciels avec une ADN qui est définie tel que vous le voyez là. Donc on met à cœur de notre projet d'entreprise tout ce qui est RSE et open source, donc toutes des valeurs de respect, mais le respect aussi sur les données. Ça, c'est un point important pour nous. On est un acteur français, toutes nos données sont hébergées en France, chez des acteurs français. On fait très attention à tout ce qui est respect du RGPD et de la data privacy. Et ensuite, on se veut d'offrir des logiciels qui sont accessibles, soit par leur utilisation, leur navigation, leur expérience d'utilisation, mais également par le prix,
Donc voilà, c'est un peu les 3 piliers qui nous caractérisent. Donc nous sommes éditeurs de logiciels de marketing automation avec Webmechanic Automation, de CRM avec Webmechanic Pipeline et tout ça, c'est, accompagné d'une académie en ligne qui vous permet de connaître les bonnes pratiques, à l'usage de nos logiciels, mais également, dans les stratégies de marketing automation et de CRM. On rentre dans le vif du sujet et on commence par un premier sondage qui va vous être posé du coup en bas à droite. L'idée, et on y reviendra tout à l'heure, donc on vous partagera la réponse de ce que vous allez répondre maintenant du coup, en tout cas la somme des réponses. Est-ce que vous pensez, vous aujourd'hui, que le contenu a une part majoritaire dans la qualité de la délivrabilité des messages que vous allez adresser à travers le canal email? Donc, zone sondage en bas à droite, je pense que les réponses, c'est oui ou non. Est-ce que c'est majoritaire l'impact du contenu sur la délivrabilité? Et on va y revenir juste après. Et on attaque notre premier chapitre. Et là, je vais beaucoup me retourner vers toi, puisque tu es l'expert. La réputation, donc la fameuse réputation de délivrabilité, comment elle se construit? Qu'est-ce que c'est déjà aussi? Et quels sont les différents indicateurs qui la construisent? Alors, je vais te donner la main et je te poserai des questions au fur et à mesure. Ouais, Tu me disais, donc il y a 2 types de signaux, c'est ça? ouais. Alors déjà avant de se demander comment elle se construit, cette réputation, c'est intéressant de se poser la question: pourquoi elle existe? Et du coup, par ricochet, ben, pourquoi on filtre des emails? On filtre des emails parce qu'il y a du spam. Il y a énormément de spam. Si on retourne 15 ans en arrière, aux alentours de 2010, à peu près 90 du trafic d'emails mondiaux, était constitué de spam. Ça a pas mal baissé ces temps-ci, mais en fonction des études, on se retrouve quand même toujours entre 50 et 60 du trafic mondial d'emails qui est, constitué de spam. Et l'écrasante majorité de ces spams n'arrivent même pas dans votre boîte spam. Ils sont filtrés en amont par les opérateurs de messagerie. C'est quoi que tu mets dans le spam? C'est quoi la définition d'un spam? Alors, un spam, il y a pas mal de définitions, mais celle qui fait le plus consensus, c'est celle qui dit simplement, qu'un spam, c'est un message, qui est envoyé sans consentement et pour lequel l'émetteur a beaucoup plus d'intérêt dans l'envoi que le récepteur. Si par contre c'est une relation équilibrée avec du consentement, bah, a priori c'est pas du spam. Et c'est une définition qui est très floue et c'est pour ça justement qu'on a ce principe de réputation qui existe. Et l'idée de la réputation, c'est comme dans la vraie vie, c'est, de coller des étiquettes, aux expéditeurs d'emails et en l'occurrence, ces étiquettes, on va les coller principalement aux adresses IP qui émettent les emails et aux noms de domaine qui émettent ces emails. Et cette réputation, elle va fluctuer en fonction de plein de signaux différents et ça va aider les filtres anti-spam à comprendre, l'acceptation des messages qui sont envoyés par des émetteurs et à se dire: «Bah, celui-là, tout le monde a envie de recevoir ces messages, donc je vais lui donner une bonne réputation. Celui-là, par contre, massivement, j'ai des réactions négatives face à ces messages, donc je vais baisser sa réputation et en dessous d'un certain seuil, il va être pénalisé, il va éventuellement tomber dans la boîte spam, voire ses emails, complètement bloqués. Donc ça, c'est l'idée globale. Il faut avoir, bien en tête que bien filtrer le spam, bien gérer la réputation pour une messagerie, c'est un élément compétitif. Quand Gmail est arrivé sur le marché, il y a 20 ans maintenant, ça commence à dater, ben, c'était leur argument premier, c'est qu'on fait mieux le job que les autres sur le filtrage du spam, donc vous en aurez moins dans votre boîte de réception. Et du coup, une fois que ceci est dit, on peut classer les différents signaux qui vont influencer la réputation en 2 grandes catégories. Il y a souvent ce qu'on va appeler les signaux universels qui sont vraiment utilisés par toutes les messageries dans le monde et les plus importants dans ces signaux, ben, ça va être la plainte spam. Si quelqu'un, clique sur «Ceci est un spam», ben, c'est un signal qui est extrêmement important et extrêmement négatif, pour la réputation. On va avoir les bounces et principalement les bounces, les hard bounces, donc les adresses, Ouais. inexistantes. Bah, parce que si vous ciblez beaucoup d'adresses qui n'existent pas, ça veut dire que vous avez une mauvaise hygiène de votre base de données,
Donc que, potentiellement vous essayez d'arroser très largement sans veiller à bien segmenter, nettoyer vos bases de données et c'est un signal qui est extrêmement négatif, lui aussi. On va voir ce qu'on appelle les spam traps. Donc des spam traps, il y en a de 3 types différents, et des spam traps, c'est des adresses pièges qui sont disséminées sur internet où ce sont des anciennes adresses de vraies personnes qui ont été recyclées, comme adresse piège parce que ces personnes ne les utilisaient plus et ça, tous les opérateurs de messagerie en utilisent C'est tous. Orange, Free, Gmail qui managent en fait ces emails pièges, hein, c'est ça? Alors, il y a d'une part les opérateurs de messagerie, mais il y a aussi les grandes blocklists du marché et les grands acteurs qui vendent des solutions anti-spam, qui gèrent des réseaux de spam trap pour piéger, les spammeurs et les un peu moins spammeurs parce que parfois des gens se considèrent pas comme spammeurs, mais ils sont considérés comme spammeurs par l'industrie anti-spam. On pourra en rediscuter par la suite. Donc le spam trap, c'est une vraie question et il y en a 3 types, mais il y en a 2 principaux qui sont intéressants, à avoir en tête. Il y a ce qu'on appelle les spam traps primaires, qui sont des adresses email qui ont été créées de toutes pièces pour servir de piège pour les spammers, qui sont notamment disséminés un peu partout sur internet, sur des forums, sur des faux sites et cetera et qui vont En gros, piéger des aspirateurs d'adresses email. de la donnée sur le web, on est tout à fait ouvert à scraper cette donnée-là et donc Ouais. quand c'est écouté, le fournisseur du spam trap, en fait, sait qu'on a fait un boulot qui est pas réglo, quoi. Soit qu'on l'a fait nous-mêmes, soit qu'on a acheté des adresses à des tiers qui, eux, ont mal fait leur travail de collecte, et cetera. Et puis il y a les ce qu'on appelle les spam traps recyclés. C'est des adresses email qui ont eu une existence et qui ont été utilisées par un humain, qui ont été abandonnées et qui sont recyclées en tant que spam trap. Et là, on est surtout sur des spam traps qui sont utilisés par les messageries elles-mêmes, donc Microsoft, Orange, Gmail, et compagnie. Et du coup, tous ces éléments-là, parce que tu parlais de réputation donc, qui construit aussi sur l'IP l'émetteur du nom de domaine. Donc ça, on y reviendra tout à l'heure parce que c'est des aspects techniques, donc on le laisse de côté. En fait, ça génère une forme de notation, en fait, de scoring, c'est ça, hein, de qualité Bah, tout à qu'attribuer fait. à l'entreprise, quoi, simplement. C'est un score et puis ce qui est important à avoir en tête, c'est que chaque messagerie a sa manière de construire la réputation et elle va accorder parfois plus de poids à la réputation sur le domaine, parfois plus de poids à la réputation sur l'IP, même si, le sens de l'histoire, c'est quand même que le nom de domaine est de plus en important, au fur et à mesure. Puisqu'une adresse IP, c'est assez facile à changer. Changer un nom de domaine, ça peut se faire, mais ça a quand même des impacts, plus importants. On ne change pas le nom de domaine de son entreprise, du jour au lendemain. Bon, après, il y a plein de si on rentre pas trop dans les détails, on va prendre, 3 heures de de webinaire. Ah, mais en revenant sur Signe Universel, ton quatrième point là, donc tu Ouais je et pense, le très quatrième, important, il il est vient jouer vachement important aussi. voilà, il vient jouer sur les 3 premiers que tu as évoqués aussi, au final. C'est ça, c'est la fréquence et la régularité. Parce que les filtres anti-spam, ils vont analyser le comportement, le trafic de vos emails et si, habituellement, chaque semaine vous envoyez 20 000 emails et que du jour au lendemain vous passez, à 300 000, ben, c'est un signal, inquiétant et il va y avoir une surveillance accrue et potentiellement une baisse de performance de délivrabilité pour protéger les destinataires des emails. Parce que ça peut être, le résultat d'une attaque ou ça peut être un changement de pratique marketing qui fait que vous allez, faire les fonds de tiroir de vos fichiers d'adresse email. Et en plus, en faisant les fonds de tiroir, vous allez, retoucher les 3 premières catégories. C'est que vous allez mettre plus de bounce, plus de plaintes, toucher plus de spam trap potentiellement. Et donc là où on est, à l'approche du Black Friday, Ouais. ben oui, avoir des augmentations subites de volume, ben ça peut être problématique d'un point de vue délivrabilité. Et Et donc nous, ça, on le transpose beaucoup à l'industrie de l'automation où on explique à nos utilisateurs, faire une newsletter une fois par mois, c'est bien, mais en fait, bah, cette fréquence-là, on ne vient pas la nourrir. Alors que faire de la campagne ciblée, automatisée, qui fait que tous les jours on en délivre un petit peu sur un petit volume et de façon constante, là, justement, on va venir lisser cette fréquence, on va générer de la régularité et ça, c'est plutôt positif du coup en réputation. tout à fait. Donc on peut passer à la deuxième catégorie
qui sont les signaux comportementaux. Alors, pourquoi on fait la distinction? Les signaux universels sont vraiment utilisés par toutes les messageries, partout dans le monde. Les signaux comportementaux, c'est un petit peu plus différent parce que notamment nous qui sommes européens, bah, on a beaucoup de législation sur la vie privée qui empêche les opérateurs de messagerie européens d'utiliser, une partie de ces éléments et notamment en France, on a le secret de la correspondance qui fait qu'un opérateur n'est pas censé analyser ce qu'un destinataire d'email fait, avec cet email en question. Donc ces signaux comportementaux, ils sont surtout utilisés par les messageries américaines pour ce qui concerne le monde du B2C, au sens large donc mais ça représente quand même, une masse importante dans nos cibles, hein. Gmail et Microsoft, souvent représentent 60 à 70 des bases de données B2C. En B2B, c'est un peu différent, on est quand même massivement sur les signaux, universels, quel que soit ce qu'on utilise comme, plateforme et donc là, on va avoir, ça va être beaucoup plus rapide, tout ce que va faire l'utilisateur dans sa boîte mail est potentiellement un signal qui est analysé. L'ouverture, le clic, la réponse ou le transfert d'email, le classement dans un dossier, la désinscription. Bah, c'est autant de signaux qui permettent aux opérateurs de messagerie de comprendre si le message est bien accepté par le destinataire. Si vous supprimez un email sans même l'avoir ouvert, bah, ça veut dire que ça vous intéresse pas et que vous il vaut même pas la peine d'être ouvert et on sait qu'il y a des opérateurs de messagerie qui, sur ce critère, bon, vont accorder, une importance, forte, et avoir une influence sur la réputation. Par exemple, la réponse à un email, bah, c'est l'usage premier d'email de répondre à son interlocuteur. Donc c'est une preuve extrêmement forte, que le message vous intéresse et que vous êtes même capable de répondre à votre interlocuteur. Parce que là, on parle de messages commerciaux, hein, ici, on est surtout dans cet intérêt-là, mais l'email à la base, c'est quand même un canal qui permet de communiquer entre, plusieurs personnes. C'est rare que les marques jouent sur cet aspect-là, mais faire répondre à vos emails, enfin, à vos destinataires, à vos emails, ce serait, un argument fort pour maintenir votre réputation. Alors merci pour ça. On va reparler, on va y revenir parce qu'il y a tous les aspects techniques de la réputation qu'on va aborder par la suite. Mais du coup, je rebondis là un peu sur ces derniers éléments comportementaux qui sont aussi les éléments, si tu remets ta casquette de marketeur, euh, qu'on va analyser, qu'on va suivre côté marketing justement, parce que ce sont des statistiques marketing, les interactions, tu parlais de réponses, mais le clic et l'ouverture éventuellement sur une page derrière de la soumission d'un formulaire. Et un sujet effectivement qui revient régulièrement, euh, ça va être les robots, les bots. Tu parlais de logiciels anti-spam. Tout ça, ça va venir impacter forcément les statistiques. Et du coup, on nous dit, mais alors nous, on a l'honnêteté de dire à nos utilisateurs, il faut prendre les statistiques avec précaution parce qu'elles sont partiellement fausses, simplement. C'est comme ça qu'il faut le formuler. Mais on dit, mais si c'est faux, comment je peux faire confiance en votre logiciel? Là, je vous explique, bah, c'est la limite de l'industrie de l'email aussi. Comment toi, tu vois, quel est l'impact de ces fameux robots? Qu'est-ce qu'ils font en fait? À quoi ils servent? Et du coup, comment je peux interpréter mes statistiques derrière? Alors, il y a plein de facettes à cette question. Je veux quand même juste rappeler un truc en amont, c'est que les messageries, elles n'ont pas notre problème de visibilité des statistiques. Gmail sait très bien qui a ouvert ou cliqué sur un email. Ils ne vont pas fausser leurs propres statistiques de leur côté. Donc les moteurs de construction de la réputation vont avoir des données qui sont fiables, sur ces éléments-là. Par Mais contre pas de la même manière que nous, au final. Ils ont quelque chose de plus fiable. Ouais. tout à fait. Par contre, on va se retrouver face à d'autres mécaniques, notamment de protection de la vie privée, qui font que nous, marketeurs, de l'autre côté de la barrière, ben, on va avoir de plus en plus de mal à comprendre, les statistiques parce que, bah, il y a des mécaniques techniques qui sont mises en place, notamment par Gmail et par Apple, de mise en cache, des images et comme les images servent à traquer l'ouverture, ben, on va avoir des chiffres sur le tracking des ouvertures qui sont de moins en moins fiables. Si vous regardez vos taux d'ouverture sur iCloud et Me, qui sont les, domaines, d'email d'Apple,
bah, en général, si vous n'avez pas de stats corrigées, vous êtes à entre 60 et 80 d'ouverture, là où tout le reste est plutôt entre 30 et 40. Donc ça, Donc c'est tout ce oui, qu'ont mis en place la petite fonctionnalité Apple Privacy, qui en fait va voilà, télécharger toutes les informations locales et donc il y a une ouverture dès lors que l'email est envoyé, en fait. c'est ça. Mmh. En B2B, c'est encore pire parce que, autant en B2C, vous avez, si vous prenez les, 5-6 1 destinations, elles représentent 90 de votre volume. Donc quand on a des mécaniques de protection et d'analyse d'email, ça va pas prendre une ampleur gigantesque, notamment sur le clic. Par contre, en B2B, vous vous adressez à 3, 4, 5 personnes de la même entreprise maximum à la fois. Chacune de ces entreprises ont potentiellement des outils anti-spam et donc vont analyser vos emails en ayant des robots qui vont cliquer sur tous les liens. Et donc très rapidement, on peut se retrouver avec des taux de clics qui sont absolument délirants en B2B. Et de nouveau, on a plein de monde pour le moment qui essaye de corriger ces stats, d'inventer des filtres pour détecter, faire la part entre ce qui est du robot, ce qui est de l'humain et ça reste extrêmement compliqué, très, très peu fiable, Bah, on y est tous, heu, sur j'imagine. les choses qu'on nous remonte. Alors, il y a des listes publiques, hein, de robots qu'on arrive à identifier, à exclure. Donc, en fait, dans le traitement des données, on sait, bah, ah, c'est ce robot-là, donc on l'exclut de la data. Sauf que des robots, il y en a des nouveaux tous les jours. Donc, maintenir ces listes à jour-là et de façon performante, c'est assez complexe, ouais. Et pour moi, il y a 3 aspects. Il y a l'aspect réputation, là, on en a parlé, les messageries n'ont pas de souci pour, comprendre les stats réels. On a l'aspect, analyse marketing des résultats de campagne où au final, ben, il faut faire avec ce qu'on a et se dire que, ben, les résultats qu'on a, ils sont fiables ils sont comparables dans le temps. Ils sont pas Ça, c'est réels, tendance mais ils qu'il sont faut regarder aussi. comparables. Tout à fait. Et puis il y a quand même un troisième aspect, c'est que quand on veut améliorer sa délivrabilité, on veut améliorer ses chiffres et là, on est, un peu plus dans le brouillard et c'est pas les nouvelles règles de la CNIL qui vont améliorer les choses puisque, bah, si on veut faire un travail correct de délivrabilité, on va notamment travailler sur les inactifs, essayer de réduire la part d'inactifs dans nos boîtes, dans nos envois puisque mécaniquement, ça va améliorer la réactivité, l'engagement sur nos campagnes et donc par ricochet la réputation. Et là, c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué. Traditionnellement, la définition d'un inactif, on le faisait sur le taux d'ouverture. On doit progressivement passer sur le taux de clic et si le taux de clic commence à être, progressivement moins fiable, on va devoir utiliser d'autres métriques. Heu, mais si on s'avance dans ce domaine-là, il est déjà 11h23, je sais pas si on va tenir le timing. On refera un webinaire sur quels indicateurs en 2026 peut-être. C'est ça. Hem, alors merci pour ce sujet-là, sur cette parenthèse sur les robots, c'est important. On vous fait un autre petit sondage, donc toujours en bas à droite de l'application sur, Postmaster. Vous connaissez peut-être, son petit nom, Google Postmaster Tools, qui vous sert à suivre la délivrabilité, pardon. Et donc, notre question elle est simple et on partagera également les résultats. Est-ce que vous l'utilisez? Heu, Est-ce que vous l'avez configuré correctement et que vous l'utilisez régulièrement ou est-ce que non, vous ne l'utilisez pas? Alors du coup, tu l'as évoqué, tu as parlé d'IP, tu as parlé de nom de domaine, il y a d'autres choses, la part technique, de la délivrabilité, celle où on a une marge de manœuvre en plus, hein, donc c'est devenu, de plus en plus prépondérant et donc on va expliquer qu'est-ce qu'il y a dedans et là tu as récupéré un très, très bon graphique, très complet, c'est pas toi qui l'as créé, c'est Oracle a priori, Ouais, donc bon, c'est pas des lapins de 3 semaines non plus, et ça vient répondre à ce premier questionnaire qu'on vous avait, adressé. Heu, Combien d'entre vous pensaient que le contenu, c'est la part majoritaire, de la qualité et de la livrabilité? Alors si on vous avait posé la question en 2003, ceux qui ont répondu «oui» auraient grandement raison et donc là, dans le questionnaire, je vais vous prendre la statistique, vous êtes nombreux à avoir répondu, hein, donc ça vaut la tendance, ça vaut quelque chose. 53 à avoir dit «oui», donc plus de la moitié. Sauf qu'on est en 2025 et là, Jonathan, tu vas nous expliquer, mais en 2025 et ben, ce mythe s'effondre un petit peu, du contenu. ouais, carrément. Bah, clairement en 2023, on n'avait pas tous les outils d'analyse dont on dispose aujourd'hui, donc le contenu
2003. certains éléments 2003, pardon. OK, OK. Donc le contenu et notamment avec le filtre historique que beaucoup de monde utilisait qui était Spam Assassin, ben, c'était cette partie-là qui comptait. On analysait les mots-clés, et c'est plein de paramètres, à l'intérieur de l'email et aujourd'hui, on a complètement basculé sur des questions, plutôt orientées réputation, calcul de l'engagement, sur la délivrabilité parce que si on prend la réputation, les plaintes, les bounce et les spam traps et l'engagement, je fais un petit résumé en pourcentage sur le côté. Bah, on est largement à plus de 50 de ce qui fonde la délivrabilité aujourd'hui. Donc clairement, on a totalement changé de monde. Ça, c'est de nouveau, un graphique qui est plutôt valable en B2C. En B2B, le contenu compte un petit peu plus, mais c'est pas suffisamment important pour qu'on accorde uniquement, ses efforts sur cette partie-là. Et on voit vraiment qu'il y a 3 ères, si je peux dire, 2000-2010 où on était vraiment sur le contenu et les plaintes, 2010-2020 où il y a la réputation et l'engagement qui ont pris la part prépondérante, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure et qu'en fait aujourd'hui comme l'IP, techniquement ça se change maintenant, en plus on utilise plusieurs, hein, chacun d'entre nous aussi. Il y a la part du nom de domaine, qui prend une part de plus en plus importante et aussi, les complaintes, les plaintes du coup qui remontent. C'est vraiment salaire aujourd'hui, c'est le nom de domaine parce que comme tu le disais justement, quand on s'appelle Microsoft, on va pas changer de domaine du jour au lendemain, et ça vaut pour toutes les entreprises. Hem, donc on voit que ce que tu disais tout à l'heure, c'est vraiment appuyé par cette statistique-là, quoi. Mouais, sur le domaine, je veux rajouter une couche, c'est le grand fléau de ces 15 dernières années, c'est le phishing. Une des techniques classiques du phishing, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des domaines lookalike. Donc c'est des domaines qui ressemblent fortement aux domaines légitimes d'une marque. Et donc aujourd'hui, il faut vraiment capitaliser sur son domaine principal, sur lequel on héberge son site, le domaine que tout le monde connaît, plutôt que d'utiliser des domaines qui sont de légères variations, de votre domaine officiel. Parce que c'est ce que les, attaquants, quand ils font du phishing, vont tenter de faire eux-mêmes. Et ça, c'est encore une problématique qui est très forte, donc il faut une vraie stabilité sur, l'usage des noms de domaine et plutôt privilégier des sous-domaines, du domaine, principal et officiel que, des domaines alternatifs, que vous enregistreriez par ailleurs. OK. Ça, c'est vraiment important, hein, parce qu'en fait, c'est le blanc-seing de notre nom de domaine, hein, puisque a priori, lui, il est bien protégé et effectivement, l'utiliser, c'est la preuve que ça vient du bon endroit, le message. Du coup, ça fait une bonne transition aussi sur cette slide. Comment on configure aujourd'hui un nom de domaine pour montrer ce blanc-seing et pour démontrer qu'on est un nom de domaine de confiance? Heu, il y a 4 critères là qui sont à l'écran, tu vas nous les expliquer. Historiquement, c'était les 2 premiers, mais ils se sont enrichis, des 2 suivants, hein, récemment. C'est C'est ça. de l'importance. Du coup, c'est important de bien comprendre que l'email, c'est super vieux. Donc, la norme SMTP, qui est celle qu'on utilise encore aujourd'hui, même si elle a eu plein d'améliorations, elle date de 1982. C'est avant le web lui-même. Et à l'origine, il y avait, pas grand monde qui utilisait l'email. Donc dans la norme d'origine, tout le monde a l'autorisation d'émettre des emails au nom de n'importe qui. C'est-à-dire que, selon la norme, à la base, on pouvait, envoyer un email au nom de info@paypal.com sans que ça pose de problème. On Et il comprend y a très encore vite. pas si longtemps, hein, il y a 10 ans, quand moi je suis rentré dans cette industrie, on pouvait encore le faire assez aisément, hein, c'était pas C'est ça et du coup, on comprend vite que c'est problématique. Donc en 2005-2006, SPF et DKIM ont été inventés, qui, permettent, déclarer pour SPF quels sont les IP et les serveurs qui ont le droit d'émettre un email au nom d'un domaine déterminé. Donc là, on commence déjà à restreindre. DKIM permet de signer les emails, pour vérifier qu'il n'y a pas eu de modification du message pendant son transport. Donc on a déjà quelques mécaniques par là qui, viennent, garantir que, bah, l'émetteur est bien celui qu'il affirme être et que le message n'a pas été modifié. Et puis on voit arriver, des marques. Alors des marques, on a commencé à en parler en 2012, ça a commencé à dater, mais sa généralisation, elle date seulement,
d'il y a 2-3 ans, et notamment quand Google et Yahoo ont déclaré que ça allait être, obligatoire d'avoir des enregistrements des marques, et des marques viennent rajouter une couche au-dessus d'SPF et DKIM en disant, si SPF ou DKIM ne sont pas valides, voici ce qu'il faut faire avec le message. Soit la messagerie décide ce qu'elle veut faire, c'est la policy none, soit on met en span, c'est la policy quarantaine, soit on doit rejeter le message, c'est la policy reject. Et en plus, des marques permettent d'être alertées des problèmes d'authentification email et donc d'avoir du feedback et du monitoring par derrière. Et BIMI, c'est Avant le... Ouais. que tu abordes Bimi, juste petit questionnaire à nouveau en bas à droite. Est-ce que vous avez configuré le démarque? Est-ce que vous savez si c'est le cas? Oui, non. Répondez à ça. On revient dessus juste après. Et je te laisse continuer sur le dernier critère, Bimi. Et BIMI, qui n'est pas du tout obligatoire, jusqu'à présent, mais qui, permet de renforcer encore la confiance dans l'émetteur des emails, qu'on reçoit, permet d'avoir un petit logo et une petite validation, notamment dans Gmail et Yahoo, un petit V, bleu ou violet, si vous avez bien fait votre travail au niveau des marques et vous êtes dans une politique restrictive, donc quarantaine ou rejet, ben, le marketeur est récompensé avec son petit logo. Ça n'a pas un impact gigantesque sur les taux d'ouverture. Je pense qu'il y aura un moment de bascule quand il y aura plus de personnes qui auront BIMI que de personnes qui n'ont pas BIMI. Bah, potentiellement, ceux qui ne l'auront pas verront la confiance baisser vis-à-vis d'eux. Donc c'est quelque chose à mettre en place. Et il y a toute une série d'autres sujets qui sont arrivés, avec, les nouvelles obligations de Gmail et Yahoo, il y a 1 an et demi maintenant, sur l'alignement des domaines, sur le list and subscribe, et d'autres. On va pas revenir dessus. Moi, ce que je voudrais juste insister sur une chose, c'est que la partie technique de la délivrabilité, elle est obligatoire. Il faut être conforme à ces prérequis pour être capable de délivrer correctement ses emails. C'est Par pas une contre, option. c'est pas une option, mais c'est pas une solution miracle. C'est vraiment un prérequis, et en général, les plateformes comme Webmécanique accompagnent leurs clients et implémentent eux-mêmes une partie de ces prérequis pour que vous n'ayez pas à vous en soucier. Mais par contre, c'est pas parce qu'on configure ces éléments, SPF, DKIM, des marques, qu'on va passer en boîte de réception. Mhm. Là, on revient sur le sujet de la réputation, et c'est exclusivement le fait que vous jouiez le jeu du consentement, que vous récoltiez peu de plein de spam, peu de bounce, que vous ayez des taux d'ouverture et de clics corrects qui vont vous permettre d'atteindre la boîte de réception. Donc il faut de l'engagement. Il faut être capable de créer de l'engagement avec ses destinataires. Les critères techniques, c'est du on-off. Par contre, toute la partie réputation, bah, c'est celle qui va réclamer le plus de travail sur le long terme. Et on a des questions sur l'engagement, la qualité de la donnée. On y reviendra dans la questions-réponses. On a une question très liée à ce sujet-là, donc j'y réponds tout de suite. C'est est-ce que ces critères techniques qu'on voit à l'écran sont configurés chez l'éditeur d'emailing ou de marketing automation, peu importe, ou par l'entreprise? Le nom de domaine, il appartient bien à l'entreprise, et donc c'est souvent la DSI de l'entreprise qui a la main pour aller configurer cette zone DNS. C'est des DNS au niveau du nom de domaine, c'est ça, Jonathan? Ouais, tout à fait. Souvent, SPF, DKIM, les plateformes ne permettent pas d'envoyer d'email si c'est mal configuré. Absolument. Par contre, dès qu'on touche à des marques, on touche aussi à des sujets de sécurité, et donc autant la plateforme, elle va s'assurer qu'il y a un enregistrement des marques qui est déclaré parce que c'est le minimum, mais elle va pas forcément vérifier les paramètres qui sont déclarés dans cet enregistrement des marques. Si vous mettez Là, quarantaine, vous gérez pas bien la quarantaine là-dessus, bon, tant pis pour vous, c'est quoi. ça. Et si vous faites pas de monitoring et que vous vous rendez pas compte que, il y a des centaines d'envois par jour qui sont soit mal configurés, soit utilisés par des pirates pour attaquer votre marque, ça, c'est pas la responsabilité de la plateforme marketing qui envoie vos emails. Euh, Merci pour ça. Donc, indispensable, mais c'est pas la solution miracle. Il faut juste passer par là, c'est obligé. Du coup, le mythe, on a déjà un peu abordé le sujet, hein, effectivement, entre le contenu et On la va commencer à le débunker, ouais, voilà. clairement. Donc on l'a dit, hein, vous êtes encore la moitié à penser que c'est le sujet primaire, donc ça ne l'est plus. C'est pas que c'est pas important, hein, mais ça ne l'est plus. Cependant, il y a quand même un sujet, Jonathan.
mais ils s'abordent différemment, de d'il y a 20 ans, au final. Carrément. Le contenu, il est au service de l'engagement de vos destinataires vis-à-vis de vos emails. C'est la priorité, numéro 1. Pour de vrai, Ça quoi, pour quelque chose qui est vraiment important, finalement. voilà, c'est, est-ce que mon contenu intéresse mes destinataires? Est-ce qu'ils vont ouvrir mes emails? Est-ce qu'ils vont cliquer? C'est là où on va construire l'engagement et donc sur tous les critères de réputation, on va être bon. Il y a 2 mythes qu'il faut vraiment, détruire, c'est le mythe du spam word. Je sais qu'il y a encore plein de listes de mots à spam qui circulent, et qui sont copiés-collés de blog en blog depuis, plus de 15 ans. Il faut apprendre à les oublier. Le ratio texte-image, c'est exactement le même combat. On a des marques, dans l'habillement qui font des emails full image et qui ont des niveaux de délivrabilité, stratosphériques parce que tous leurs clients et leurs destinataires ont envie de recevoir leurs emails et les trouvent intéressants et c'est ce qui compte. Après pour d'autres questions, notamment d'accessibilité, je vous le recommande pas de faire des emails full image, mais c'est pas sur la délivrabilité que ça se joue en tout cas. Par contre, il y a des vrais sujets, notamment sur le contexte sémantique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes une marque de fringues et que du jour au lendemain, vous faites de la promo, d'un partenaire sur, du crédit, bah, ça, c'est vachement louche pour les filtres anti-spam. On n'est pas du tout dans le contexte, auquel on pourrait, s'attendre de votre part Donc et la donc là réputation du domaine a aussi un sujet, quoi. Sa réputation, elle est liée à un contexte, à au ouais et domaine. puis, c'est notamment côté Gmail, on sait qu'il y a de la porosité entre ce qui se fait en SEO et la réputation SEO d'un nom de domaine. Hem et donc ça, c'est un sujet qui rejoint plutôt la partie réputation. Mais, vous travaillez dans un secteur d'activité, vous traitez des sujets, les filtres anti-spam ont l'habitude d'analyser vos emails qui parlent de certains sujets. Si du jour au lendemain, vous passez sur autre chose, bah, de nouveau, c'est comme sur les volumes, ça va être suspect et donc ils vont prendre plus de précautions, que d'habitude. Et puis moi, sur le contenu, je rejoins systématiquement le sujet de la confiance. Ben, de nouveau, tout ce qui est partenariat, il faut les prendre avec beaucoup de pincettes, parce que vos destinataires sont habitués à recevoir des emails avec certaines thématiques. Si vous commencez à parler de partenaires, à émettre des emails pour des tiers, même si c'est des marques internes de votre groupe, bah, il faut être extrêmement prudent, vous risquez de rompre la confiance et du coup de générer beaucoup de plein de spam et d'insatisfaction de la part de vos destinataires. Donc quand on Donc fait des invitations pour un webinaire sur l'emailing avec Bad Sender chez nos utilisateurs web mécaniques, a priori, on est quand même dans le contexte et la on thématique reste pas trop mal, ouais, c'est clair. hem, bah, merci, et pour conclure avant la session de questions-réponses, c'est, forcément la question que tout le monde se pose. Alors pareil, on y a déjà répondu, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour améliorer cette délivrabilité? Heu, Ouais, je bah, vais je t'en prie, c'est ce qu'on a évoqué, hein, jusque-là. bah, en gros, et tous les paramètres de réputation qu'on a vus, il faut essayer de les influencer positivement. C'est-à-dire que ces paramètres de réputation, ils peuvent être négatifs, par exemple, si on récolte de la plainte spam. Ils peuvent être positifs si au contraire on a quasiment aucune plainte spam et donc ça vaut pour chacun d'entre eux. Donc votre objectif, c'est de réfléchir dans votre stratégie, quels sont les éléments qui vont vous permettre d'influencer, tous ces indicateurs de la manière la plus positive possible et ça commence à l'acquisition de l'adresse. Mettre un captcha sur ces formulaires, mettre en place potentiellement du double opt-in, même si personne ne veut le faire parce que par ailleurs ça dégrade le niveau de conversion. Mais d'un point de vue délivrabilité, c'est la meilleure solution pour avoir des adresses de qualité, engagées directement, et cetera. Donc tout ce parcours d'acquisition, il doit être, bien ficelé. Et moi, j'ai un petit, préféré sur la question d'acquisition, c'est le tracking des sources d'acquisition. Si vous faites, appel à, de l'affiliation, par exemple, pour amener du trafic sur vos formulaires, ben, faites bien attention de garder en mémoire ces sources et de faire des comparaisons de performance par source pour faire du tri et Mmh. vous dire: «Bah, cette source, OK, elle me rapporte plein de leads, mais ils sont de mauvaise qualité, ils achètent jamais, ils ouvrent jamais mes emails, donc je vais les abandonner» et même si certaines sources,
m'amène moins de volume, mais il m'amène plus de qualité et donc une meilleure délivrabilité et potentiellement un meilleur chiffre d'affaires par la suite. À l'autre bout de la chaîne, il y a la gestion de l'inactivité. Les gens qui, s'inscrivent à vos, newsletters, à vos emails, ils vont être actifs pendant un temps et potentiellement, ils vont s'arrêter d'ouvrir et cliquer vos messages. Bah, il faut être capable de les détecter et prendre, soin d'arrêter de les solliciter ou à minima de réduire la pression marketing sur eux. Ça va améliorer à peu près tous les indicateurs de réputation qu'on a vus précédemment si on travaille de la sorte. Donc C'est de hyper nouveau c'est hyper douloureux ce que tu évoques là, parce qu'en fait, tu dis 3 fois, moins, 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 quoi. Tu dis, ouais. filtrez plus, donc réduisez la capture, suivez mieux et excluez, ceux qui ont des peu de conversions et ceux qui convertissent peu, excluez-les aussi. Donc à la fin, la réaction du marketeur, ça va être: «Mais attends, tout ce que tu me proposes, c'est de réduire ma base de données comme peau de chagrin, en fait». Oui, sauf que si on shoot vers 100 000 adresses et qu'on en a, 50 000 qui arrivent en boîte de réception versus on shoot à 70 000 adresses et on en a 70 000 qui arrivent en boîte de réception, ben, on a tout de suite compris, où est notre intérêt, à quoi bon continuer à envoyer à des gens qui n'ouvrent pas, et qui en plus font qu'une partie des ouvreurs potentiels arrivent en boîte spam. Bon, Exactement. c'est, Faites votre choix. après, la problématique dans toute mission délivrabilité, c'est de convaincre les interlocuteurs d'agir dans ce sens-là avant de le prouver. Parce qu'on peut pas faire de test AB en délivrabilité. Soit on applique les bonnes pratiques et on constate au bout de quelques mois que ça a fonctionné et qu'on a gagné, en pertinence et en performance, soit on les applique pas et on se sort jamais de l'ornière. Et donc c'est pour ça que le premier point, c'est le suivi et c'est d'être capable de faire un suivi régulier, notamment avec les Google Postmaster Tools qui nous permettent d'avoir plein de ces indicateurs qui remontent, les volumes de plein de spam, si c'est bien configuré par campagne, des indications sur, le pourcentage d'emails qui sont, suspectés comme étant du spam, et toute une série d'indicateurs qui sont, vachement intéressants. Ouais, je vais du coup délivrer la réponse à la question: «Est-ce que vous utilisez Google Postmaster Tools?» On a, quand même 75 des gens qui disent non. Donc, j'imagine que tu vas leur inviter à aller s'y connecter. Je pense que Google propose même peut-être des petits modules de formation, ce genre de choses pour comprendre comment l'utiliser. C'est pas très compliqué. Alors là, ce qu'il faut savoir sur les Google Postmaster Tools, c'est qu'ils sont en train de basculer de la version 1 à la version 2. Mais en fait, Google, ils ont vraiment plein de documentation, donc il suffit d'aller lire, la doc et côté Bad Sender, on avait une super doc pour la V1. Il faut que je réégriffe tout ça pour la V2 qui est en train d'être abandonnée, mais ce sera fait dans les prochaines semaines. Et dans les questions que nous, on vous a posées sur la configuration du démarque, donc bon, essentiellement, vous avez tous mis en place. Il y a quand même 2 personnes qui nous ont dit non. Donc bah, moi, je dis: «Allez courir, auprès de votre DSI, votre webmaster», je sais pas, quelqu'un qui gère là, cette partie-là. Encore une fois, c'est indispensable. Si vous ne le mettez pas en œuvre, Yahoo, Google ne laisse pas passer vos emails et c'est quand même une part de marché, tu disais, significative, quoi. Ouais. Dans les questions qui nous sont adressées, alors, n'hésitez pas en bas à droite, dans les questions, si vous l'avez fait dans le chat, c'est pas grave, on va le parcourir aussi. Il y a des sujets bien différents. J'ai des sujets sur la partie un peu, filtre anti-spam. Je vais grouper la question. Les filtres anti-spam dans le cas de B2B, bah, d'une entreprise à l'autre, c'est pas les mêmes. Heu, oui, forcément, on peut les configurer différemment, donc voilà, là, c'est ce que tu disais, c'est qu'on ne sait pas trop ce que ça donne d'une entreprise à l'autre. Il y en a qui vont tout cliquer, il y en a qui vont faire peut-être de la recherche sémantique et bloquer certains mots-clés. Là-dessus, c'est un peu Ouais, aveugle. puis en B2B, la problématique aussi, c'est qu'on a parfois plusieurs filtres en cascade les uns derrière les autres. Donc souvent, on est capable de détecter, quel est le premier filtre qui est utilisé dans la fameuse cascade, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et donc le seule manière de comprendre, c'est d'avoir un insider dans l'entreprise en question. Donc si c'est mal, heu, délivré, c'est d'avoir un contact qui, lui, a envie de recevoir vos emails, qui vous envoie l'entête technique de l'email, mais c'est analyser, bah, il faut quand même être un peu technicien de la délivrabilité pour comprendre ce qui se passe. Donc l'environnement B2B, il est beaucoup plus diversifié et complexe dans la livraison des messages, c'est clair.
Toujours, plutôt orienté du coup B2B, le fameux Mail in Black. Donc vous savez, vous envoyez un email et vous avez une réponse automatique qui vous dit de rentrer, comme un captcha au final, hein, «Prouvez-moi que vous êtes bien un humain quand vous m'envoyez un email». Il se passe quoi là dans le cadre de l'envoi d'un emailing, par exemple? Alors la spécificité de Mail in Black, c'est que, en la première fois qu'on cible une adresse, il va falloir remplir un petit captcha, à la main. Donc, le principe, c'est qu'on envoie un email vers, Mail in Black. Mail in Black nous renvoie une réponse en disant, «Clique ici, pour vérifier que tu es bien un humain». Et donc il y a, cette question de savoir où arrivent les réponses. Et c'est là que potentiellement c'est compliqué avec certaines plateformes qui ne permettent pas de recevoir les réponses, Mail in Black directement. Et donc c'est vraiment au cas par cas en fonction des plateformes et de comment c'est configuré qu'il faut le travailler. Et Made in Black en plus est utilisé par des petites PME, des TPE. Donc c'est vraiment une cible B2B, très particulière et ben, forcément certains annonceurs ciblent principalement ces adresses-là et c'est assez complexe à gérer. Mais c'est vraiment du cas par cas, là j'ai pas de réponse, universelle malheureusement. Je continue à beaucoup de questions, donc c'est super. On nous pose une question qui est assez, enfin précise, on va y répondre simplement. C'est, tout à l'heure tu parlais, tu sais, sur le nom de domaine, l'émetteur, c'est quoi ce que tu appelais la variation du nom de domaine et si tu le mets en transposition, au sous-domaine? Par exemple, votre domaine c'est badsender.com si je ne m'abuse. Ouais. Tu voudrais peut-être acheter goodsender.com pour faire 2 types de communication. C'est une variation du coup, parce que c'est pas le nom de domaine principal. Heu, alors que du coup, tu dis: «Non, mais faites pas ça, c'est 2 noms de domaine différents, utilisez les sous-domaines» et les sous-domaines. Ouais, je vais te donner un contre-exemple, enfin un exemple encore plus criant, c'est, OK, on envoie des emails depuis badsender.com, enfin notre site c'est badsender.com et dans certains cas, certaines entreprises peuvent vouloir ne pas utiliser ce domaine parce qu'elles craignent justement des problèmes de sécurité et autres, ce qui est pas une bonne réflexion et vont acheter par exemple, badsender-info.com pour envoyer des emails. Or, la bonne pratique, c'est quoi? C'est plutôt d'utiliser info.badsender.com pour envoyer des emails. Ça fait une petite séparation au niveau réputation par rapport au domaine principal, mais on garde quand même tout le bénéfice de la confiance des filtres anti-spam et aussi de nos destinataires, puisque de plus en plus, quand même, la population est éduquée au risque du phishing et a commencer à acquérir ce réflexe de voir d'aller vérifier le nom de domaine qui envoie les emails et s'ils sentent bien, je prends, fnac.com, tout le monde sait que c'est fnac.com. Si, il y a ces Fnac avec s.com, bah, ça aura l'air suspect, donc il faut pas avoir l'air suspect, donc plutôt utiliser ce sous-domaine, donc dans l'exemple Badsender, info.badsender.com plutôt que badsender-info.com. Donc le sous-domaine, c'est le info du nom de domaine principal, badsender.com. Ouais, les sous-domaines, c'est ce qui est avant le domaine et séparé par des points, Mmh. par rapport au domaine, principal. Ça, c'est une bonne question, effectivement, qu'on n'a pas abordée. C'est je j'ai le cas, très régulièrement en avant-vente. Nous, on veut une adresse IP dédiée, pour envoyer nos emails avec le nom de domaine, on ne veut pas mélanger avec d'autres personnes. Heu et ça, bah, je leur réponds très bien: «Mais vous envoyez combien d'emails? À quelle fréquence?» «On fait une newsletter de 200 000 par mois». OK. Et Jonathan, pourquoi ça, il faut surtout pas, au final, une adresse IP, dédiée? Alors, l'adresse IP dédiée, il y a ce il y a 10-15 ans, j'aurais pas eu la même réponse que celle que je vais avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vu que la réputation, elle est quand même surtout attribuée au domaine. C'est le domaine qui a de plus en plus de poids dans le mix, de délivrabilité. Donc c'est lui qui compte le plus. La réputation sur l'IP, elle continue à compter. Quand on choisit d'avoir une adresse IP dédiée, ça veut dire qu'on est, responsable de sa propre réputation sur la partie IP. Donc il faut avoir suffisamment de volume, de fréquence pour se construire cette réputation. Donc, dans la plupart des cas, utiliser une adresse IP mutualisée avec d'autres clients, de la plateforme qu'on utilise, ça va en fait être un avantage. On va pouvoir démarrer plus rapidement, on va avoir moins de variations de réputation.
Et ça se juge au cas par cas. On peut avoir des, situations dans lesquelles c'est pertinent d'avoir sa propre réputation, sur l'adresse IP, donc une IP dédiée. Par exemple, si on envoie de très gros volumes avec beaucoup d'emails chaque jour et surtout qu'on a des super pratiques. Si on a des super pratiques, on n'a peut-être pas envie de partager sa super bonne réputation avec des gens qui ont une moins bonne réputation. Par contre, si on a des pratiques moyennes et que les personnes qui utilisent, le pool d'IP mutualisé de sa plateforme ont aussi une réputation moyenne, bah, ma foi, autant, être avec tout le reste. Ça permettra notamment sur la question de la fréquence et de la régularité, de profiter de la fréquence et de la régularité des autres utilisateurs. C'est ce que je mets à l'écran, c'est vraiment ça que je mets en avant, c'est que nous, on a des utilisateurs qui font de l'automation, donc qui ont plutôt les bonnes pratiques. On fait attention à ces histoires de filtres, enfin de configuration DNS, et cetera. Donc, on a une population de gens qui ont une hygiène qui est plutôt positive. On les forme à faire de l'opt-in, et cetera. Et donc, en mutualisant nos clients sur nos propres adresses IP, qui ne sont pas mélangées avec d'autres, par contre, effectivement, cette fréquence régularité, on en tire tous bénéfice à la mettre en commun, ce qui fait qu'en fait, quotidiennement, on envoie grosso modo un peu le même volume lissé dans le temps. Ce qui est complètement différent si vous avez une adresse IP dédiée. Vous allez envoyer au compte-gouttes quelques emails par jour pour vos campagnes automatisées, plus 2 fois dans le mois une newsletter à 30 000. Et là la réputation, elle comprend plus ce qui se passe, quoi. C'est pas. Ouais, je rajoutais un truc, c'est que de plus en plus, l'adresse IP dédiée, c'est la punition. C'est-à-dire que si vous êtes sur un pool mutualisé, sur une plateforme et que vous êtes moins bon que la moyenne, potentiellement la plateforme peut vous obliger à prendre une IP dédiée pour pas que vous contaminiez les adresses IP mutualisées, et c'est un peu un discours inversé par rapport à ce qu'on avait il y a quelques années. Euh, je change de sujet. On a encore pas mal de questions. On va essayer de parcourir ceux qui devront partir avant. On prend le temps qu'il faut quand même. Donc, sur la qualité de la base de données, ça, tu en as beaucoup parlé. C'est vraiment indispensable, hein, récupérer donc les CAPTCHA pour éviter d'avoir du spam sur les formulaires et donc d'avoir des emails qui sont envoyés à des gens qui n'existent pas. Ne pas récupérer de la data qui vient d'on ne sait où parce qu'elle peut être douteuse et il peut y avoir des spam traps. Et du coup, on nous dit, par exemple, je participe à un salon, les organisateurs du salon ont récupéré du coup une base de données qui nous partagent. Est-ce que je peux faire confiance à ça? Tu as un avis? Alors confiance aveugle, non. Notamment, sur des salons par exemple, le recopiage d'adresses, c'est une source, de bounce. Donc D'erreur, oui. si, la manière d'avoir collecté ces adresses et des cartes de visite, même si ça perd un peu de son importance ces dernières années, bah, faut faire attention, justement au fait que le recopiage a été, correct. Il y a aussi un effet de fréquence et de volume. C'est que si tous les exposants d'un salon ont reçu la même base de données au même moment, potentiellement dans les mêmes 4-5 jours, tout le monde va shooter vers ces adresses. Les filtres anti-spam vont, devenir plus restrictifs pour protéger les destinataires qui reçoivent beaucoup de mails, dans le même temps. C'est une question de performance aussi de l'entreprise, hein, de filtrer les spams. C'est ça permet que les salariés soient plus attentifs aux choses importantes et c'est pour ça aussi que les emails commerciaux en B2B sont beaucoup plus agressivement, filtrés qu'en B2C en général. Donc moi plus dans ce genre de situation, je propose plutôt de faire de l'étalement et de l'échantillonnage pour voir sur des petits volumes si ça répond bien, si c'est pertinent, s'il y a beaucoup de bounce et puis, progressivement, éventuellement, augmenter les volumes Si et puis il j'ai y a le 500 contacts, je suis pas obligé de les shooter tous d'un coup. Je peux c'est faire ça 10 une semaine, 10 une autre semaine, étaler. et puis il y a une question de consentement derrière, même si le consentement en B2B, on en parle, jamais, pour le destinataire, c'est quand même pas plus mal d'avoir du consentement. Et de toute façon, on y revient, hein, c'est consentement, donc engagement, engagement, donc positif. Enfin, c'est un cercle vertueux. Il y a beaucoup de questions. Donc, je vais faire une question un peu groupée sur. J'ai perdu ce que je voulais dire. Sur. Oui, là, tout ce qui est notion d'inactivité. Donc, si je fais 2 emailing par an, bah, c'est sûr que on n'est pas forcément à jour de qui est actif ou n'est pas actif, surtout en B2B où bah, les gens changent d'entreprise, donc ça peut expirer. Mais en B2C, c'est valable aussi, hein. On est intéressé à un sujet à un moment T, on l'est peut-être plus 6 mois après. Il y avait une autre question sur ce sujet-là, c'était
bah, c'est quoi la bonne pratique? Est-ce que tu peux nous expliquer, nous éclairer, quoi faire? Donc simplement, c'est quoi? C'est se baser sur la date de dernière interaction, de notre interlocuteur, ce qui peut être, une ouverture, on a vu que c'était bof bof, un clic, c'est un peu mieux, éventuellement un engagement sur le site derrière et de se mettre une limite, de se dire: «Au-delà d'une certaine date, j'arrête d'interagir ou je réinteragis moins souvent», c'est ça? Ouais, c'est ça. Traditionnellement, quand on prenait l'ouverture, on se disait qu'un inactif, c'est quelqu'un qui n'a plus ouvert un email depuis 6 mois. C'était souvent la norme qui était utilisée. Maintenant que l'ouverture devient très, très bancale, on est plutôt sur le clic et on 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 hésite souvent sur le délai. Ça dépend d'une marque à l'autre, ça dépend de la fréquence d'envoi effectivement. Mais si vous envoyez un email par semaine, qui a de nouveau, décidé qu'un inactif, c'est quelqu'un qui n'a plus cliqué depuis 6 à 9 mois, bah, ça peut être, un point de départ intéressant, au moins pour mesurer le potentiel que ça fait, la différence que ça peut faire par rapport à votre base de données historique. Mais c'est vraiment du cas par cas sur là où positionner le curseur. J'aime bien ce que tu as dit sur la connexion sur le site. C'est intéressant sur le fait que le destinataire, l'utilisateur soit toujours en relation avec ma marque. Mais par contre, la corollaire, c'est qu'on n'est pas certain qu'il soit toujours actif sur le média email par rapport, à la marque, mais ça permet d'enrichir les données et donc clairement, c'est un élément qui est intéressant à prendre en compte et je réagis aussi sur les personnes qui enverraient, un email tous les 6 mois et c'est pas si peu fréquent que ça. Mmh. Hem, si vous avez aussi perdu une bonne partie de votre réputation si vous n'exploitez pas, l'email, suffisamment régulièrement. Je lisais encore hier un un article de Spamhaus où eux définissent, le moment où la réputation redevient neutre comme étant au bout de 90 jours sans avoir vu d'email. Alors spam Hem, pour les gens qui connaissent pas, c'est un espèce d'annuaire de spammers, hein, qui c'est va ça, c'est une éviter blocklist. des IP ou ce genre de choses, hein. Donc ouais, avoir plus de fréquence, mais pour ça, il faut avoir des choses à dire donc Le contenu, c'est la clé. 2 dernières questions. La première, je vais répondre tout seul, la seconde, je vais te la laisser. En cas de problème de délivrabilité sur un FAI, est-ce que je les contacte directement ou est-ce que c'est mon éditeur qui fait le boulot? Alors nous, bah, c'est notre partenaire qui route les emails qui fait le boulot parce qu'il connaît les bons interlocuteurs chez les différents FAI. Et d'ailleurs, je peux faire une petite passerelle, Jonathan, sur ton prochain webinaire avec des responsables de la délivrabilité chez Orange et chez, le 2e chez laposte.net. Poste.net. Donc là, on est en plein dans ce sujet, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire à ce webinaire. Vous aurez des infos très pointues sur ce sujet-là. Et là, il faut plutôt faire confiance à votre partenaire et il faut choisir un partenaire sérieux là-dessus parce que vous, si vous allez taper à la porte d'Orange, vous imaginez bien que je pense vous resterez sans réponse. Et la deuxième question qui est plutôt pour toi, Jonathan, on nous demande est-ce que la légende urbaine du contact arrobase ou info arrobase, elle est valable ou pas, comme celle du contenu? Est-ce que ça, c'est un problème ou c'est pas un problème de router depuis ce genre d'adresse email? J'y vois pas d'inconvénient, toute la question, c'est les pratiques qu'on a derrière. L'adresse email à partir de laquelle on expédie, l'email, C'est le plus c'est important. pas un vrai sujet. Là où il peut y avoir un vrai sujet, c'est pas la première partie de l'adresse email, c'est la seconde. Le nom de domaine. C'est le nom de domaine de nouveau. Est-ce qu'on envoie ça depuis notre domaine racine ou est-ce que de nouveau on a un sous-domaine par typologie d'envoi? On est plutôt sur cette partie-là. Après le mot qui est utilisé dans la première partie de l'adresse email avant l'arrobase, Bah, éviter peut-être Viagra ou ce genre de choses, mais à part ça, ouais. oui, j'en ai jamais vu, hein, pour le coup, Voilà, donc légende urbaine, Caroline. Et je pense qu'on a fait le tour des questions. Alors, bah, c'était riche. Merci beaucoup, Jonathan. avec plaisir. On pourra peut-être organiser quelque chose de plus pointu sur les sujets. On a fait 2-3 digressions où on n'a pas plus avancé, effectivement, ce qui serait intéressant. Bah, merci encore. Bah, merci à toi pour l'invitation et Merci merci à tout le monde pour vos nombreuses à très questions. nombreux, donc et très nombreux à poser des questions.
et bah, abonnez-vous, aux différents newsletters pour suivre Ouais tout ça. et je rebondis juste un dernier truc. Effectivement, nous, on a un autre webinar délivrabilité le 27 novembre à 11 heures. Donc c'est sur YouTube, sur notre chaîne YouTube sans inscription. Donc n'hésitez pas à venir et c'est Sans plutôt collecte? dédié, pardon? Sans collecte d'inscrits? Non, on collecte pas les inscrits sur nos webinars pour le coup. Mettez-vous ça dans l'agenda alors. Merci à tous. Merci, À bientôt.